Je crois que chacun connaît la phrase qu'on a très bien Margaret Mead, si vous ne vous sentez pas bien avec les autres, devenez sociologue. Si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, devenez psychologue. Et si vous n'êtes bien avec ni vous-même ni avec les autres, devenez anthropologue. Et je crois que c'est tout à fait vrai. En tout cas, ça traduit le fait que les anthropologues s'interrogent toujours beaucoup sur eux-mêmes et sur les autres. Et dans ces interrogations, il y en a une qui, depuis quelque temps, en même temps que la morale envahit beaucoup de domaines où elle n'avait jusque-là pas grand-chose à faire, c'est souvent de façon légitime, parfois de façon excessive, emparée de l'anthropologie, c'est toutes les questions relatives à l'éthique. Je ne vais pas m'amuser à critiquer cela, mais donner quelques cas où je pense qu'il y a des règles morales ou éthiques. La différence entre les deux, demandant à Raymond Massé, qui écrit abondamment sur ces thèmes-là, de nous préciser morale et éthique. Il est encore en train de faire quelque chose sur la tolérance maintenant, mais j'appellerais éthique tout ce qui est règles de conduite relatives au respect d'autres sur des plans qui ne sont pas matériels, mais qui sont intellectuels, spirituels, affectifs, liés à leur existence et à leur respect en tant qu'être. Je ne sais pas si la définition est bonne, mais je la prends. Alors, il y a quelques points qui me paraissent fondamentaux. L'un, que je n'ai découvert qu'assez tard sur le terrain, c'est que les sociétés, comme les individus, ont droit à leur vie privée. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas interroger l'un ou l'autre d'entre vous, obtenir dans le cadre d'une enquête ou d'une interrogation de psychologue ou de médecin, des éléments intimes sur vous et ensuite les divulguer. Eh bien, dans les sociétés, il y a des éléments que je n'ai pas non plus le droit de divulguer. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je vais prendre un exemple. Sur un des terrains que j'ai fréquenté longuement, j'ai aperçu qu'un individu était très maltraité par tout le monde. Je l'ai vu dans une réunion, on ne voulait pas de lui, être pris par deux hommes qu'il prenait l'un par les pieds, l'un par les bras, et qui, comme un paquet, l'ont jeté dans le fossé dehors. Je l'ai vu bousculer, et j'ai mis très longtemps de savoir ce qui s'était passé, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, et ensuite tout le monde sachant que je savais, le voyait comme une évidence, qu'un jour il était garde champêtre, il a assassiné un garçon, sans doute en essayant de le violer. L'enquête de gendarmerie est allée chez lui, et tout le village a juré que ce jour-là il n'était pas là, l'a protégé, il était mais le village savait que c'était lui, et depuis, on avait fait un proscrit à l'intérieur du village. La communauté avait refusé qu'on l'attaque, mais en tant que telle, elle avait refusé de le garder. Et ça, je l'ai appris. Bien entendu, je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais dit où c'était, et je ne pouvais pas le dire. Ça aurait été passionnant de l'analyser, d'en faire un article de criminologie sur le crime, la relation de la société avec la gendarmerie, la façon dont elle-même elle faisait son aspect dans des études sur les conduites vindicatoires dans une société, etc. Mais en faisant ça, je faisais pour mon nom et pour l'édification de ma petite célébrité la violation de quelque chose, et là, l'éthique me l'interdisait, et je crois vraiment qu'elle ne l'interdisait. C'est un exemple. Un autre, là je peux dire où ça se passait à l'île Maurice. J'ai travaillé sur le monde hindou à l'île Maurice, j'en ai peu parlé, mais d'une manière assez intéressante, c'est que à l'île Maurice, l'hindouisme officiel est partout. Les grands temples, etc. Il existe aussi des lieux d'interférence très intéressants. Ça, on peut en parler aussi, mais je vous donne un exemple. Il existe, je crois que c'est à Beaubassin, un temple interreligieux. Un jour, un ami musulman, médecin, me dit « Je vais au culte, est-ce que vous m'accompagnez ?» Bon, aller au culte à la mosquée, je me suis dit « Tiens, j'ai l'occasion. » Je lui ai dit « D'accord. »
j'arrive dans un endroit où je vois dans la cour un tiki polynésien, un crucifix, un Krishna, et j'entre, une salle, et dans cette salle, tout autour des bancs, il y a une zone libre au milieu. On s'assoit sur le banc avec mon ami, et entre un homme habillé en sage hindou, et qui dit nous allons faire la prière, etc. Et il fait commencer par un jeune tamoul qui commence par suite de l'évangile selon saint Jean. Et il lit l'évangile selon saint Jean, etc. Continuation de la prière, mon ami musulman, il lit le Coran, il lit des morceaux du Coran. Et ainsi de suite, chacun a lu des prières. Ils ont tous ensuite chanté Om Namah, etc., en l'honneur des dieux, etc., et de tous les dieux. Et c'est un lieu de convergence de cet ordre. Si je dis cela maintenant, c'est que c'est une des variations du religieux qui est acceptée, qui n'est pas mal vue. Peut-être que des intégristes de chaque religion le critiquent, mais cela existe et est hautement riche et symbolique dans une société polyethnique. Car la religion étant le terme principal de catégorie, il y avait dans les équipes de football les musulmans, je ne sais pas quoi, les hindous, etc. Donc, ce n'est pas par hasard. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un hindouisme relativement clandestin qui essentiellement s'occupait d'activités de type magique. Alors j'ai été suivre les leçons, ça demande certaines introductions, mais j'ai pu les avoir d'un maître de tout ça, où j'apprenais à interpréter les signes plus ou moins magiques. Quand les mauvais esprits vous veulent dire ça, vous avez un petit tremblement à tel endroit de la cuisse, ou à l'œil, ou vous avez telle chose. Vous arrivez à décrypter ça, et puis vous avez ensuite des leçons pour les chasser. Puis, ensuite, il y avait aussi les moyens d'envoyer du mal à quelqu'un. Puis un jour, un de ceux qui étaient dans ce groupe me dit « J'ai la demande d'un exorcisme, c'est la maison du ministre un tel. Est-ce que vous pouvez m'y conduire avec votre voiture ?» J'ai dit « Bien entendu, mais je pourrais... » Il m'a dit « Évidemment. » Et là, on est allé dans la maison de ce ministre à Curpipe, belle maison, elle était vide, il n'y avait personne. On était juste là, nous. Et lui, il a commencé à cerner la maison, faire des prières, des invocations, à disposer des bougies, à lancer des produits, etc. Et puis, une autre fois, on me dit, il y a Sundar qui va soigner un malade, mais avec le cochon. Musulman. Village musulman. Et effectivement, je n'ai pas vu le sacrifice, c'est lui qui m'a raconté ensuite, il m'a dit, ben oui, on perce le cochon, on le tue, pour que ça fasse partir les mauvais esprits, etc. Et puis beaucoup d'autres choses de ce genre. Et au moment où je faisais le bilan de tout cela, j'en ai parlé avec certains de mes collègues mauriciens de l'université, notamment avec l'un d'eux qui était très engagé aussi dans la politique, et qui me dit, Jean, tu ne publies pas un mot là-dessus. Il se trouve que ça s'est quand même vaguement su que j'étudiais tout ça. J'étais là-bas à l'université, sous la conduite de M. Baran Choubet, Jean-Cloutier de l'université, très orthodoxe et tout. Et il y avait à côté l'Institut Mahatma Gandhi. L'Institut Mahatma Gandhi était véritablement là comme le centre de l'hindouisme le plus traditionnel, le plus orthodoxe, et dirigé par M. Hazari Singh, dont le fils est devenu un historien qui fait beaucoup de bruit et qui est de qualité. Mais Hazari Singh était un mainteneur de l'image noble de l'hindouisme mauricien. Je me souviens de la réception de Mme Gandhi là-bas, c'était vraiment... bon. Et M. Hazari Singh, nous sommes invités à dîner. Ah bon. Et pendant le repas, il m'explique qu'il y a des choses sur Maurice, il n'est pas question de les dire, vous savez, parce que moi, il suffit que je dise un mot à M. Baran Choubet, vous savez, un enseignant, même à l'université, il le fait partir. Hein. M. Bénédicte, qui est un chercheur, un des premiers qui a travaillé sur Maurice, qui a écrit Indian Pluralism in Mauritius, Plural Society, je crois, a été expulsé sur la demande de Hazari Singh parce qu'il a dit qu'il y avait des jeunes filles hindoues qui n'étaient pas vierges au mariage. Et il m'a expliqué ça.
Il m'a dit, oser écrire des mensonges pareils, c'est pas pensable. Il ne pouvait pas rester ici. Sous-entendu, je sentais la menace très forte. Et effectivement, j'ai appris au conseil suivant de l'université qu'il a demandé des choses sur moi. Et j'avais contacté Baron Schobek, qui m'avait promis de me protéger, qui n'a rien fait, qui n'a rien dit, mais qui n'a pas exécuté quoi que ce soit non plus. Parce que ça se passe plutôt comme ça, c'est un monde où on fait sans dire, on dit sans faire. Et comme ça, on est protégé des deux côtés, on a des amis qui veulent qu'on dise et d'autres qui veulent qu'on fasse. Mais là, mon devoir était effectivement de ne rien dire, de ne rien publier. Et j'ai attendu plus de 10 ans avant de publier dans Hindouisme créole certains passages de ces choses-là. Parce que j'aurais nui, non pas à la société cette fois, mais un certain nombre de gens qui m'avaient fait confiance en m'introduisant dans le milieu, en me le faisant connaître, en sachant ou en pressentant ce qui s'y passait. Alors, là, je crois que c'est un des premiers points de l'éthique, ce respect de la vie privée de nous. Un deuxième est tout autre, à mon avis. C'est l'anthropologue d'avoir toujours une espèce d'auto-analyse pour essayer d'éviter de se laisser emporter par les idéologies, par les présupposés qu'il s'agit de vérifier et d'affirmer. Je suis extrêmement frappé de voir, notamment chez beaucoup de gens de formation littéraire qui malheureusement n'ont aucune formation scientifique, non pas sur les connaissances, c'est pas parce qu'ils savent ce que c'est qu'un atome ou ce que c'est qu'un électron, mais à l'esprit scientifique qui est, comme le disait Claude Bernard, n'affirmer une chose comme vraie que quand elle a été vérifiée absolument comme telle. J'ai lu, et Dieu sait si tout le monde en a lu, des théories qui en fait sont des hypothèses à vérifier. Mais on fait une théorie de cela. Des grandes tendances, on est fonctionnaliste, on est évolutionniste. À partir de là, on regarde. On ne se pose pas la question des limites, de la légitimation, du caractère partiel ou du caractère destructeur, parfois d'une réalité observée. Pose-t-on un filtre ou a-t-on une lumière? Parce que bien souvent, on prend pour lumière des filtres parce que ça simplifie. Se dire toujours ce que disait à ses débuts dans un de ses premiers livres, Le Semenceur, dont on devrait tous lire beaucoup, Jean-François Revel, dans Pourquoi des philosophes, il dit « L'héritage le plus pervers que la philosophie a laissé aux sciences sociales, c'est le goût des explications globales. » Et je crois que nous ne pouvons être science que si nous sommes modestes, que si notre éthique est celle de se dire « Je fais faire un petit pas certain, je ne fais pas faire la grande découverte incertaine. » La grande construction. Elle fera ma gloire, mais en même temps, elle conduira longtemps à des dissertations, à des discours qui n'apporteront rien à la connaissance. Et cela, je crois que c'est l'esprit scientifique. Et l'esprit scientifique est très peu répandu. Le goût de l'explication globale, la valorisation de la synthèse, celle de la théorie. Les gens qui demandent quelle est votre problématique à un chercheur, alors que justement, s'il a une problématique, c'est qu'il a déjà en lui une idée du champ dans lequel il va pouvoir faire une découverte. J'aimais pour ça Georges Malandier qui disait « Je fais de la recherche pour voir ». La recherche pour voir, on ne sait pas ce que ça ramènera. C'est comme la recherche des champignons dans une forêt. On ne peut pas dire ils sont là ou ils ne sont pas là. Je ne veux pas dire je cherche des champignons tous les 3 mois, toutes les 3 semaines ou tous les 3 jours, tous les 5 mètres parce que ça correspond à des chiffres qui me correspondent. Non, c'est pas ça. On tâtonne, on ramasse, on tâtonne, on ramasse, et puis après on fait éventuellement le bilan sur les répartitions. Et cela, c'est le deuxième point de l'éthique, je crois, la nécessité d'une exigence de vérité, de tri, d'éliminer ce qui peut être l'influence des modes, l'influence des discours, l'influence du besoin de convivialité qu'on a tous, mais qu'on l'est dans un jeu de cartes, mais pas dans une théorie du genre ou de je ne sais quoi. Il y a beaucoup à dire sur tout ça, mais c'est tellement agréable cette convivialité, on est du bon côté.
Un jour c'est de la droite, un jour c'est de la gauche, ça dépend des gens, ça dépend des époques, mais on est dans le bon, on est du bon côté. À un moment, si on n'était pas marxiste, ou si on n'était pas catholique, ou si on n'était pas, etc., ou si on n'était pas hippie, bon. Et puis un jour, si on est encore, alors là on n'est plus qu'un vieux croulant, on n'est plus que... il faut être là de nouveau. Cela, c'est pas la science, et l'anthropologie, souvent, suit ça. Et l'anthropologue se doit d'être celui qui s'abstient à ça. Il doit avoir la mobilité immobile, c'est-à-dire ne marcher que lorsqu'il peut faire un pas assuré. Ça, c'est le deuxième point pour l'éthique, à mon avis. Ensuite, on peut faire des tas de discours, mais ensuite, il y a aussi, est-ce que l'anthropologie peut servir à quoi? Et à quelque chose. Alors là, je vais vous paraître peut-être trop pessimiste. Est-ce que Brigitte Bardot peut vraiment apporter beaucoup au discours politique? Est-ce que tel anthropologue peut apporter beaucoup au discours sur le sida ou sur le Covid? Est-ce que l'anthropologue portait beaucoup au discours sur l'environnement ou sur le changement climatique? Eh bien, dans tous ces domaines, ils sont tous des ignorants. Ils ont des opinions, comme tout le monde, issues des journaux, comme tout le monde, quelques ressources qui viennent de ce qu'ils connaissent, mais qui sont très partielles, qui ne tiennent compte que d'une partie des facteurs en cause, et qu'ils vont généraliser pour avoir réponse. À la rigueur, il peut dire « je peux dire ceci, je peux dire cela, pour le reste, je ne sais pas ». C'est tout ce qu'il peut faire. Et je crois que vraiment, il faut se garder de la prétention. Par contre, on a le droit de prendre comme problème à étudier certaines de ces choses-là, mais je crois que personne n'a encore d'autres réponses que subjectives. Ça, c'est ma position. J'ai quand même fondé et utilisé un laboratoire d'écologie humaine où nous étions au cœur de cela. On a publié une revue qu'on avait créée qui s'appelait Bulletin d'écologie humaine, qui a publié de nombreuses revues avec des articles de gens souvent importants. Et on arrive avec des gens comme Jacques Barrot, avec des gens comme Yves Monnier, avec d'autres. J'étais moi-même très lié à Pierre Dansereau, qui est un des fondateurs d'une écologie qu'on pourrait appeler humaine, et je garde des lettres touchantes de lui, mais de tout cela, on n'avait pas affaire à des gens qui peuvent avoir réponse à tout, comme l'ont quand même ceux qui disent qu'ils savent. Donc je crois que, là encore, le devoir, l'honnêteté du scientifique, c'est la prudence, la nécessité du politique, c'est de répondre à tout, parce que c'est son devoir, comme le médecin qui doit pouvoir répondre à toutes les questions du médecin, du malade. Si on dit « je ne sais pas », ça ne va pas. Il faut... Là, je crois que ça dépend de la situation. Et en tant qu'anthropologue, je n'ai pas le droit de répondre si je ne sais pas. C'est pas en tant qu'anthropologue. J'ai le droit en tant que personne de dire « j'ai une opinion, mais c'est ma personne, c'est pas moi. C'est pas ma science ». Ensuite, du coup, ça nous amène, mais alors l'anthropologie, elle a fait beaucoup de boulot. Les types qui partaient, vous connaissez le manuel qu'on donnait aux anthropologues, et dont se moque, je ne sais pas si vous connaissez un petit livre de Van Gennep qui caricature le questionnaire pour les anthropologues. Mais alors on allait là, on allait demander aux gens des tas de choses, on avait toute la liste, le guide, etc. Et puis une fois qu'on avait rempli le guide, on était content, on venait avec son butin et on faisait. Et en fait, on apportait beaucoup de choses parce qu'on ne savait rien. On ne savait même pas si les gens mangeaient avec les mains ou avec les pieds. On ne savait rien. Tout était possible. Mais maintenant, j'ose pas dire qu'on sait tout. Mais qu'est-ce que l'anthropologue peut apporter? D'abord, il est mal vu dans bien des endroits. De plus en plus, on se met à contester le regard de l'autre, même si l'autre, bientôt un homme n'aura plus le droit de regarder une femme parce qu'il le regardera comme un homme et que la femme ne peut être vue que comme une femme, etc. Sans aller jusque-là, beaucoup de sociétés ont remplacé le mot anthropologue ou ethnologue par sociologue parce que, etc. Il y a une suspicion de collusion entre regard de l'extérieur et regard dominateur et regard méprisant, regard méprisant et regard aliénant, regard dépossédant, donc quelque chose de dangereux qu'il faut combattre. Ce qui est loin d'être faux dans certains cas, et dans bien des cas, il a suffi d'entendre certains anthropologues. Moi, je peux parler d'un individu précis, c'était Jean Vellard, fondateur du
de l'Institut français d'études andines, qui était un bon connaisseur en même temps, mais un méprisant totalitaire, complet. Il avait quand même adopté une fille indienne pour voir si ces gens-là étaient capables d'évoluer plus, etc. Mais c'était un personnage, bon, il est mort depuis longtemps, je peux le dire, mais il voulait venir absolument à l'Université de Montréal, c'est pour ça que je l'ai connu. Mais bon. Mais par contre, je crois qu'il reste à l'anthropologie des lieux en faisant attention à une chose. Les terrains trop proches nous font perdre la notion du vraiment différent, de la vraie variation. Parce que ce que l'anthropologie a fait au début, c'est ce qu'on annonce au début d'un cours. Qu'est-ce que l'anthropologie? C'est l'étude des variations de l'homme à travers le temps, à travers l'espace, sous ses formes de ses cultures, de ses sociétés et même de son corps dans l'évolution humaine. Et l'étude de ces variations montre que chaque individu, chaque culture est une incarnation spécifique du modèle moyen et général de l'homme universel. Il n'y a pas de contradiction entre l'universel et le particulier, en ce sens que l'universel est l'abstraction moyenne de toute une série de particuliers. L'universel, c'est la moyenne de toute la courbe de Gauss de la répartition des possibles. Et dans ce sens-là, l'anthropologue est celui qui étudie la répartition des possibles, pendant que le moraliste étudie la moyenne. C'est l'homme universel, etc. Et que le débat d'une universel et du particulier est un faux débat, car il oppose des éléments qui font partie de la même courbe, mais qui sont regardés selon des objectifs différents. Alors, l'anthropologue, s'il fait cela, a encore toute une tâche à faire. Mais pour ça, il faut qu'il apprenne à regarder le différent jusqu'au moment où il le verra comme un semblable. Tant que le différent nous apparaît indifférent, c'est que quelque part, on n'a pas compris qu'il est aussi, comme nous, une des modalités de l'universel. Et je pense que tout le chemin, moi, que je sais que j'ai pu faire, c'est le jour où, arrivant dans une société où les gens me paraissaient vraiment complètement différents, j'ai découvert qu'il y avait là-dedans des gens intelligents et des gens bêtes, des gens agréables et des gens désagréables, des tordus et des tout droits, et puis des bons hommes de tous les ordres, qui s'ils étaient dans ma société seraient monsieur un tel, serait monsieur un tel, serait monsieur un tel, que s'ils sont religieux, ben, au lieu de couper la tête d'un cochon, ils boufferaient une hostie. Et puis, à partir de ce semblable-là, je peux considérer le différent sans le poser à l'universel, mais en le voyant comme une être frère. Et je crois que ça fait partie fondamentalement de la tâche de l'anthropologue, de le faire, de le vivre et de le dire. Mais pour ça, il faut qu'il ait eu l'accès à un différent, et là, de moins en moins aux traits différents, qui diminue sa perception intuitive de tout cela. Car faire le terrain lointain vous apprend automatiquement cette différence. Tandis qu'aller le faire à l'étage au-dessous de chez vous, même si vous suivez les mêmes méthodes, ça demande beaucoup d'efforts et sans doute peu de résultats. Cela dit, je vois que je vais bientôt m'arrêter. J'ai été le résultat, moi aussi, d'une tas d'influences, d'amis, de professeurs, de gens. Je pense évidemment à Leroy-Gourhan, à Bastide, à Jean Rouch, à Lévi-Strauss, à beaucoup de mes collègues de Montréal, à Guy Dubreuil, à Sidney Smith, et puis j'en oublie certainement parmi les plus... à Louis Dumont, Paul Mercier, moins connu que Ballandier, mais qui est un homme fort riche et intéressant, qui enseignait souvent à Laval, et puis un des étudiants qui souvent, et ça c'est pas la blague, leurs questions sont autant de pointes de feu qu'ils mettent sur nous et qui testent la qualité de ce que nous disons. Lorsqu'une étudiante colombienne m'a dit « mais votre approche de la maladie là, elle est purement positiviste », vous oubliez que la fréquence ne dépend pas que du milieu, mais aussi de la manière dont la société globale expose les gens de ce milieu. Je me suis rendu compte d'une de mes carences, qui était de ne pas tenir compte assez des implications politiques des inégalités,
alors que je n'étudiais que le résultat à la base. Je parle d'épidémiologie socioculturelle, donc un domaine qui pouvait s'étudier à la base, la fréquence de certaines parasitoses selon les niveaux de vie et les conditions d'habitat, et, et différentes choses comme ça où les étudiants jouent un très grand rôle, et ils le jouent pour tout le monde. C'est pour ça que le chercheur qui n'enseigne pas me paraît à peu près comme un pêcheur qui n'a pas de ligne. Et malgré tout, quelque part, il y a des poissons qu'il ne récupérera jamais.